这么多的话，都这么多的话，完全在边靠在边也是浪费时间。本来想说， Alors aujourd'hui, 是的。 Aujourd'hui, donc exceptionnellement, nous allons le voir de façon écourtée, comme je l'avais annoncé la dernière fois, puisque il y a à 6 heures la conférence du gouverneur de la Banque de France, là, qui est arrivée tout à l'heure, et je souhaite y assister. Je vous encourage vivement à y assister. Elle est à 18h, donc on se séparera vers 18h moins 10. D'accord? Nous rattraperons, donc nous allons comme ça sacrifier 3/4 d'heure que nous rattraperons de façon soft, c'est-à-dire un quart d'heure par un quart d'heure le mardi dans les semaines qui viendront, n'est-ce pas? On rajoutera un quart d'heure aux séances à venir. D'accord? Alors, nous en étions dans le chapitre 2 de cette première partie. Et nous venions de terminer la dernière fois une section 5 ou 6 peut-être, hein, c'est ça, que nous avions intitulée Évaluation et information. Section 7, donc, de ce chapitre 2. Nous sommes toujours dans des généralités préliminaires. Hein. Nous allons finir par arriver à des questions de méthode, n'est-ce pas? Mais nous sommes toujours dans les généralités. Et section 7, les catégories d'évaluation. Les catégories d'évaluation en fonction des objectifs de l'évaluation. Il y a un arbitrage à faire entre la température et le bruit. Est-ce que vous avez chaud? Oui, moi aussi, d'accord. Donc on va supporter un peu de bruit dans l'espoir illusoire que la circulation d'air ferait qu'il fasse moins chaud. Bien, paragraphe 1. Objectifs et critères de l'évaluation des projets. Même de l'évaluation en général d'ailleurs. Pourquoi de l'évaluation des projets? Enfin, objectifs et critères de l'évaluation des projets. De l'historique qu'on a eu à faire un petit peu, on s'est rendu compte que les préoccupations en matière d'évaluation, d'une part, se sont considérablement développées depuis une cinquantaine d'années. D'autre part, du point de vue économique et social, elles se sont modifiées, si vous voulez. Elles ont évolué. Ce qui fait que ces préoccupations d'évaluation ont d'abord concerné essentiellement la mesure des projets et des programmes d'investissement public, puis elles en sont venues à intégrer ensuite plus particulièrement les effets des politiques sociales. Et puis, on a vu la dernière fois qu'aujourd'hui, elles ajoutent un certain nombre d'autres domaines de préoccupation, les effets des accidents ou des comportements de dégradation qui affectent le patrimoine naturel ou qui affectent le patrimoine historique.
Alors, on pourrait distinguer, mais c'est simplement pour classifier un peu le propos, mais on pourrait distinguer, dans une première approche, 4 catégories d'évaluation qui vont présenter de l'une à l'autre des spécificités. Nous allons donc présenter ces différents types d'évaluation. Nous allons, pour chacune, spécifier les objectifs dont elle relève et nous allons à chacune associer, enfin à chacune de ces types d'évaluation, munis de leurs objectifs, nous allons associer des critères. Il y aura des critères monétaires, il y aura des critères non monétaires, éventuellement. Et à tous ces critères correspondront bien évidemment des indicateurs particuliers. Donc des types d'évaluation différents. Et évidemment, un même projet peut faire l'objet d'évaluations différentes. Ces évaluations différentes proposent autant d'approches complémentaires, si vous voulez, d'une réalité. Autrement dit, on ne peut pas enfermer l'évaluation d'un projet simplement dans un des types d'approches dont je vais parler. Alors, on pourrait faire un tableau pour mettre en regard donc les types d'évaluation dont j'ai parlé, les objectifs qui lui sont associés et les critères par lesquels on peut exprimer cette évaluation. Pour en rester encore une fois à quelque chose de très général, un premier type d'évaluation, ce sera une évaluation dite financière. À quels objectifs est-ce qu'elle répond? Elle se propose de mesurer les résultats financiers qui sont appropriables par les opérateurs directs. Appropriables par les opérateurs directs du projet. Les critères vont être évidemment des critères ici exclusivement monétaires autour des revenus des opérateurs d'investissement et donc des variations de revenus de ces opérateurs d'investissement générés par le déroulement du projet. Deuxième type d'évaluation, l'évaluation économique. Son propos, c'est de mesurer des effets de richesse, mesure des effets de richesse durable pour l'ensemble des acteurs. Je ne parle plus d'opérateurs, je parle d'acteurs. Cette mesure pourra donner lieu à l'utilisation de critères monétaires. Exemple, si l'on s'intéresse aux revenus nets des acteurs,
pour mesurer les effets sur ce type d'indicateur de l'action en question. Alors, un mot qu'on emploiera beaucoup, hein, c'est le mot de surplus, surplus des consommateurs, surplus des producteurs. Et puis, des indicateurs non monétaires, comme par exemple des indicateurs en termes d'emploi, un effet sur l'emploi donc de tel ou tel investissement, par exemple en termes d'équilibre extérieur du pays, etc. etc. Ok? On pourrait, dans le même tableau, à la suite donc, mais je vais effacer pour pouvoir le développer, considérer un type d'évaluation qui serait essentiellement une évaluation qu'on pourrait appeler une évaluation sociale. Cette évaluation sociale peut avoir des objectifs à son tour de divers types. Par exemple, des objectifs qui ressortent de la mesure des effets redistributifs de l'opération d'investissement. Mesure des effets redistributifs de l'opération d'investissement. Alors, associé à un tel type d'objectif, on aura des critères qui peuvent être monétaires pour certains, qui peuvent être non monétaires pour d'autres. Par exemple de critères monétaires qui relèvent de ce type d'approche. Les revenus du groupe cible. Supposez qu'on ait identifié, n'est-ce pas, des groupes cibles à l'action qu'on veut mener, n'est-ce pas? Et qu'on se préoccupe très spécifiquement de l'impact sur ce groupe cible, n'est-ce pas, de l'opération d'investissement en question. De même que des revenus non monétaires. Par exemple, est-ce que le projet en question va avoir un impact sur la mobilité sociale? Ok? Et puis, toujours au titre de ce qu'on pourrait appeler une évaluation sociale, on peut avoir un autre type d'objectif qui soient des objectifs en termes d'utilité sociale et même d'utilité sociétale. Utilité sociale et sociétale. Alors, par exemple, s'intéresser aux effets d'un projet en termes d'amélioration de la citoyenneté, de la démocratie, en termes de développement de la mérité, de capacité, de santé, d'éducation, etc.
on a depuis quelques décennies des travaux qui font apparaître les éléments d'une méthode d'évaluation originale et originale par rapport aux précédentes. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler l'évaluation énergétique? Qui va, d'une façon très générale et par des voies diverses, se proposer de mesurer le solde énergétique du projet. Alors, il y a divers critères qui ont pu être mis en avant par divers travaux. L'énergie mécanique, il y a ce qu'on appelle l'émergétique, d'accord, et non pas énergétique, émergétique. Il y a la notion d'empreinte écologique. Et je vais dire quelques mots de ces différents types de critères, puisqu'ils sont, encore une fois, relativement originaux. Les autres, je pense que vous avez tout de suite vu de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale de l'évaluation énergétique? Eh bien, cette mesure de la valeur énergétique des projets apparaît comme une méthode d'évaluation intéressante dans le cas où le projet aurait des effets environnementaux importants. Et on peut éventuellement l'intégrer dans une décision multicritère, avec un panier de critères, notamment donc des critères qui relèvent de cette appréciation de la valeur énergétique du projet. Alors, quelques mots, du coup, sur ce qu'on appelle l'émergétique et aussi quelques précisions sur une définition précise de ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Ce qu'on appelle l'analyse énergétique, ça a été le fruit de travaux d'un écologiste et d'un mathématicien. Et ce qu'ils ont défini comme l'énergie, ça a été la quantité totale d'énergie disponible sous une seule forme, virgule, exprimée en énergie solaire équivalente, virgule, ayant été utilisée de manière directe ou indirecte dans le cadre de la création d'un produit ou d'un service. Donc, je répète, l'énergie a été définie comme la quantité totale d'énergie disponible sous forme, sous une seule forme, sous une seule forme, virgule, exprimée en énergie solaire équivalente, virgule, ayant été utilisée de manière directe ou indirecte dans le cadre de la création d'un produit ou d'un service. Alors, dans cette approche, tous les systèmes sont considérés comme des réseaux
au sein desquels circulent des flux d'énergie. Et ce qu'on appelle l'analyse énergétique, ça vise à déterminer la valeur énergétique des flux et des systèmes concernés. L'analyse énergétique vise à déterminer la valeur énergétique des flux et des systèmes concernés. Sachant que les apports énergétiques qui sont pris en considération dans cette analyse peuvent être des apports actuels, mais peuvent être en même temps des apports historiques, tout comme ils peuvent être à la fois des apports directs ou des apports indirects. Alors, cette méthode a fait l'objet d'un certain nombre de critiques qui l'ont désignée comme alternativement ou en même temps simpliste, contradictoire, trompeuse et inexacte. Mais en même temps, il faut bien s'apercevoir que la plupart de ces critiques s'appliquent également à d'autres méthodes qui visent à analyser les systèmes industriels et environnementaux, parmi lesquels j'évoque un certain nombre de méthodes. Il y en a une dont je parlerai plus précisément. L'évaluation du cycle de vie, c'est de celle-là que je parlerai plus précisément par la suite. Ce qu'on appelle l'analyse exergétique cumulative, l'analyse exergétique cumulative, c'est-à-dire une méthode qui vise à analyser la dégradation de l'énergie d'un système, une méthode qu'on appelle l'analyse de cycle de vie exergétique, une méthode qu'on appelle l'analyse des flux de matériel. Pardon? Théorie des dieux? Comment? Théorie des dieux? Théorie des jeux, non. Non? Pardon? Vous me traduisez. J'ai rien compris. Il était perdu. Il était perdu? Ah ben c'est ça, mais c'est contagieux, vous voyez. Alors, donc, l'analyse des flux de matériel et l'évaluation des empreintes écologiques. Alors, on va parler un peu de la notion d'empreinte écologique pour en avoir une définition précise, et puis on parlera après de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Encore une fois, c'est parce que le reste vous est appropriable plus facilement, n'est-ce pas? Quelques éléments de définition, parce qu'il y a pas mal de définitions sur le marché de l'empreinte écologique et qui ne se recoupent pas exactement. Une première définition qui a été proposée par Colin Fudge, et qui est une définition simple, qui dit ceci: l'empreinte écologique est, je cite, la superficie géographique nécessaire pour subvenir aux besoins d'une ville et absorber ses déchets. La superficie géographique nécessaire pour subvenir aux besoins d'une ville et absorber ses déchets. William Rees, qui est un des pères de ce concept d'empreinte écologique, l'a défini, lui, de la façon suivante. Je cite: l'empreinte écologique est la surface
correspondante de terres productives, au singulier, et d'écosystèmes aquatiques, au pluriel, nécessaires, au pluriel, pour la production des ressources utilisées et l'assimilation des déchets produits par une population définie à un niveau de vie spécifié virgule, là où cette terre se trouve sur la planète. Donc, je répète, l'empreinte écologique est la surface correspondante de terres productives et d'écosystèmes aquatiques nécessaires pour la production des ressources utilisées et l'assimilation des déchets produits par une population définie à un niveau de vie spécifié, virgule, là où cette terre se trouve sur la planète. Une autre définition, celle de l'OCDE. Je cite, alors il s'agit là ici de la mesure en hectares de la superficie biologiquement productive nécessaire pour pourvoir aux besoins d'une population humaine de taille donnée. Je répète, la mesure en hectares de la superficie biologiquement productive, nécessaire pour pourvoir aux besoins d'une population humaine de taille donnée. Voilà donc 3 définitions de l'empreinte écologique, mais vous voyez, disons, le principe du concept, n'est-ce pas? Vous avez d'autres auteurs qui se proposent de mesurer, certes, la quantité, mais aussi la qualité des ressources écologiques nécessaires pour subvenir aux besoins d'une entité ou d'une population donnée, à un niveau donné de consommation et à un niveau donné de technologie. Voilà donc ce qui est le principe originel de cette notion d'empreinte écologique. Alors par extension, on parle aussi d'empreinte écologique, on calcule l'empreinte écologique d'un objet. Par exemple, l'empreinte écologique d'un ordinateur, l'empreinte écologique d'une voiture, l'empreinte écologique d'un meuble en bois exotique, etc., etc. C'est-à-dire qu'on considère, au regard de cet objet, la surface moyenne qui est liée aux ressources qui sont nécessaires, enfin, qui est liée, la surface moyenne liée aux ressources, oui, nécessaires, d'une part, à l'extraction des matériaux, au transport des matériaux, à la fabrication de cet objet, au fonctionnement de cet objet et à l'élimination de cet objet. Bien, alors, ayant apporté donc quelques précisions sur ces critères de l'évaluation énergétique, ces 4 types d'évaluation que nous avons distingués, évaluation financière, évaluation économique, évaluation sociale, évaluation énergétique, dont on a vu qu'elles étaient éventuellement complémentaires, n'est-ce pas? Elles peuvent aussi être conduites à différents moments de la vie du projet. Elles peuvent être conduites ex ante, pour éclairer la décision
concernant l'éventuelle mise en œuvre de ce projet. Elles peuvent être conduites in cursu, comme on dit, c'est-à-dire en cours de projet, ex ante, in cursu, en cours de projet, et elles peuvent être conduites ex post. On s'est déjà expliqué sur ces expressions. Ok ? Autrement dit, en gros, avant la réalisation du projet, pendant la réalisation du projet ou après la réalisation du projet. On pouvait avoir des nomenclatures plus fines de distinction. Bon, nous, on va s'intéresser essentiellement, mais encore une fois, on peut trouver une utilité spécifique à évaluer un projet à différents moments donnés de sa vie. On n'évaluera pas d'ailleurs exactement de la même façon, parce qu'on n'évaluera pas pour les mêmes utilisations, évidemment. D'accord ? Nous allons surtout nous intéresser dans le cadre de ce cours à l'évaluation ex ante. Quelques mots peut-être sur l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, ça se présente comme une technique qui vise de prendre en compte toutes les relations propres à un produit ou à un service, c'est-à-dire les relations environnementales, les relations économiques et les relations sociales. Donc, toutes les relations environnementales, économiques et sociales propres à un produit ou à un service, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination finale, afin d'en mesurer l'impact. Et aujourd'hui, il y a une méthode de quantification des impacts qui semble s'imposer progressivement. C'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, qui est une méthode qui a été normalisée d'ailleurs par des normes ISO, ISO 14040 et 14044, et qui a été initialement développée par des industriels et des chimistes. Et en France, il y a quelques années, il y a eu un cycle de rencontres et de négociations qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains, c'était sous la présidence de Sarkozy, qui a validé cette méthode comme outil de référence à travers la mise en place d'un affichage environnemental sur l'ensemble des produits de grande consommation et sur ce que ça donnerait à l'horizon 2011. Alors, cette méthode, donc l'analyse du cycle de vie, consiste à évaluer les impacts d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie, depuis sa conception jusqu'à la fin de sa vie, et ceci dans une perspective multidimensionnelle. Multidimensionnelle, c'est-à-dire que d'après ce qu'on a dit jusqu'ici, l'ACV se proposerait, même si historiquement il s'est limité à certaines de ses dimensions, l'ACV, analyse du cycle de vie, donc, aurait un axe environnement
c'est-à-dire donc se proposerait de mener une approche multicritère des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service, approche multicritère des impacts environnementaux, en particulier, n'est-ce pas, sur les ressources non renouvelables. D'autre part, a eu un axe porté sur la qualité des aliments. Donc, impact d'un produit ou d'un service sur la qualité nutritionnelle, sur la qualité sanitaire, etc. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'analyse du cycle de vie environnemental. Analyse du cycle de vie, entre parenthèses, environnemental. Mais on a fait allusion à d'autres dimensions, à part cet axe environnement et cet axe qualité des aliments. On pourrait trouver intérêt à considérer un axe économique et un axe social. Au titre de l'axe économique, on pourrait s'intéresser à des questions comme l'impact sur la compétitivité des filières, l'innovation technologique, le schéma logistique, le coût de revient, la durabilité économique, etc., etc. Durabilité économique. Au titre de l'axe social ou même sociétal, on pourrait retenir l'impact sur la population, l'impact sur le développement des territoires, l'impact sur le développement, l'impact en termes de durabilité sociale, etc. Donc voilà, une perspective multidimensionnelle, comme on disait, sauf que durant les 40 premières années de son existence, cette analyse du cycle de vie, en fait, n'a eu pour objet que la dimension environnementale. Et il y a des études qui ont été menées par l'organisme qui ont fini par conclure à l'inexistence d'une méthodologie à caractère social qui adopte une perspective de type cycle de vie. J'en ai terminé avec le paragraphe 1. C'est lors de la conférence de M. Villeroy de Gallo. C'est laquelle ça, monsieur? C'est à l'Amphi 01, non? Amphi 01. Je ne sais pas pourquoi tous ces gens ont des noms de chevaux de course. Galosso de Villepin, Villeroy de Gallo. Mais enfin, je vous invite à y participer.
C'est tout à l'heure. Comment? C'est à 18h à l'Amphi 001. Et nous nous retrouverons vendredi pour notre compte. 这个回去听录音应该都可以补充起来。 Le professeur, elle n'avait pas fini.